BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19. Mon premier invité, c'est Aurélie Trouvé, les députés LFI de Seine-Saint-Denis, ex-présidente de la Commission des affaires économiques. Bonsoir Aurélie Trouvé. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes désormais rapporteur de la commission d'enquête sur la prédation, je cite, des capacités productives françaises par des fonds spéculatifs. C'est vous qui avez choisi cet intitulé, cette commission. Comment ça? Alors en effet, parce que ça fait partie du droit de tirage de la France insoumise. Chaque année, chaque groupe politique a le droit de proposer une commission d'enquête. Et donc, c'est ce cas de cette commission d'enquête qui, il faut bien le dire, n'a jamais fait l'objet d'aucune mission parlementaire. C'est incroyable parce que ces fonds d'investissement, eh bien, ce sont des dizaines et des dizaines d'entreprises qui ont été ciblées, menacées et souvent mises en faillite par des fonds d'investissement. Aurélie Trouvé, on va revenir là-dessus, mais évidemment, je voulais évoquer cette minute de silence qui a eu lieu à l'Assemblée nationale après la mort terrible de ce jeune Quentin Desranques à Lyon. Le Premier ministre a eu des mots très durs à l'encontre notamment de Mathilde Panot, qui est la présidente de votre groupe, et les filles, et qui a dit qu'il est peut-être temps que vous fassiez le ménage dans vos rangs après cette agression mortelle. Il a dit aussi, est-ce que la rhétorique de la confrontation qui peut infuser dans la société en invitant des dirigeants politiques à la responsabilité, est-ce que vous vous sentez quand même une responsabilité au moins morale? Et Aurélie Trouvé, on vous connaît bien ici à BFM Business, vous êtes une économiste réputée, on est d'accord ou pas d'accord avec vos opinions, mais enfin en tous les cas, vous vous exprimez toujours très bien. C'est vrai que la première question qui me vient à l'esprit, la pensée c'est pour ce jeune Quentin Desranques, et puis la deuxième question c'est qu'est-ce que vous faites dans cette galère, Aurélie Trouvé? Alors d'abord, je n'ai pas eu l'occasion encore de m'exprimer suite à ce drame terrible, et la première chose que je veux faire, c'est exprimer évidemment ma tristesse, ma grande tristesse suite à ce drame, et ma compassion aussi envers les proches de la victime. Et je le dis, ce drame mérite d'abord dignité et retenue. Elle mérite aussi qu'on laisse la justice faire son travail. C'est très important, y compris pour les proches. Et quand je dis dignité et retenue, je considère que le Premier ministre n'a pas fait preuve de dignité et de retenue dans l'hémicycle. Et je le dis, il n'a pas fait preuve de respect aussi pour les élus de la République que nous sommes, la France insoumise. Parce qu'un tel drame ne devrait pas être instrumentalisé, utilisé contre la principale force d'opposition. Vous êtes à l'Assemblée nationale tout le temps, Aurélie Trouvé. Vous voyez bien quand même que parfois, vos collègues ont des propos qui peuvent entraîner des actes de violence derrière, traduits de cette manière. On a envie de dire qu'il y a une responsabilité morale, non, même quelque part dans cette violence. D'abord, je veux dire qu'en aucun cas, cet acte effroyable ne peut être imputé à notre mouvement, la France insoumise. Et je le dis, je suis fière et honorée de faire partie de ce mouvement qui a toujours prôné la non-violence, qui pense que la violence, elle rabougrit. Mais vous voyez bien la violence des mots, elle diminue les personnes et la bataille politique. Et nous avons toujours porté cela. Attendez, et toujours, vous écoutez mieux que moi, Jean-Luc Mélenchon. Tout de suite, nous avons condamné les violences qui ont amené à ce drame terrible. Et là où je suis choquée, je vais vous dire, c'est que l'amalgame soit fait entre des débats politiques, des débats d'idées, aussi véhéments soient-ils, et de la violence physique. Et nous ne faisons pas la confusion entre les deux. Mais moi, j'ai entendu les membres du gouvernement aujourd'hui, notamment le Premier ministre, ils n'ont cessé de faire l'amalgame. Et ça, c'est vraiment très dangereux pour la démocratie, parce que c'est une façon de museler le débat politique, de dire « mais regardez, vous êtes véhément », et peut-être que ça expliquerait des violences physiques. Ça n'a rien à voir. Voilà. Oui, si ce n'est que c'était quand même lié à une... Voilà, à quoi? À une conférence de Rima Hassan. Non, absolument pas. D'ailleurs, Rima Hassan est arrivée après. Par contre, effectivement, il y a le collectif Némésis, qui est un collectif d'extrême droite qui était sur place. Et d'ailleurs, nous regrettons il y avait la nouvelle garde aussi que qui était là. Suffisamment de forces de police n'ait pas été mise en œuvre, parce que depuis un long moment, nous alertions. Vous rejetez, on ne va pas faire toute l'émission là-dessus. Mais en tout cas, ce que je vous dis, c'est que vous rejetez toute responsabilité. Le mouvement de la France insoumise ne peut en aucun cas être impliqué dans cette affaire. Voilà, je le dis. Et je le dis aussi, nous laisserons l'enquête
suivre son cours. Et la justice, d'ailleurs, désignera sans doute des coupables. Et non seulement nous l'accepterons, mais nous appuierons les décisions de justice qui sont prises, et c'est bien normal. D'accord, ok. C'est vrai qu'on a du mal à vous imaginer là-dedans, Aurélie. Revenons à nos sujets, à votre sujet, puisque vous êtes plutôt sur les sujets économiques, je le disais. Vous avez été présidente de la Commission des affaires économiques, et donc avec cette commission dont vous êtes le rapporteur, vous êtes allé à Bercy pour essayer d'avoir des documents sur la vente, notamment une première fois de Biogarant, et là sur LMB Aerospace. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que la porte était ouverte ou les portes étaient closes? Alors, la première fois, les portes étaient amplement ouvertes. Pour Biogarant. Pour Biogarant. Pour Biogarant, la seconde fois, LMB Aerospace, je vous raconterai, là, j'ai clairement vécu ce qu'est le verrou de Bercy. Oui. Première fois sur Biogarant, j'y suis allée la semaine dernière, parce qu'il se trouve que Biogarant a été vendu avec autorisation du gouvernement, d'accord, à un fonds d'investissement britannique. C'est quoi Biogarant, pour que les Français qui nous écoutent se rendent compte? C'est en fait un tiers des médicaments génériques consommés par les Français. C'est énorme, c'est un pilier de notre santé qui est aujourd'hui bradé, si je puis dire, à un fonds d'investissement. Ah non, vous avez raison, parce que c'est vendu assez cher d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que le mot bradé ne paraissait pas le bon mot. C'est plutôt notre souveraineté en matière de médicaments qui est bradé. Par contre, ça a été vendu assez cher, effectivement, à un fonds d'investissement britannique. Ça veut dire que... qui était déjà actionnaire, qui a déjà racheté d'autres sociétés. Un fonds étranger et un fonds d'investissement et spéculatif tout court aura la main à la main d'ailleurs sur le premier fournisseur de médicaments français. Et je vais vous dire ce que j'ai trouvé à Bercy. Je ne peux pas vous dire les détails puisqu'on m'oppose le secret des affaires. En tout cas, ce qui est clair, les conclusions... Alors, vous pouvez en donner le maximum, on va dire, les conclusions. Je vais en donner le maximum. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, rien dans ce que j'ai pu voir, dans le contrat, l'accord économique que j'ai pu voir, ne nous garantit qu'il n'y aura pas de délocalisation industrielle dans les 5 ans à venir. Voilà. C'est-à-dire que dans les 5 ans à venir, Biogarant, qui est maintenant dépendant d'un fonds britannique, peut tout à fait décider de délocaliser la production de médicaments en s'adressant non plus aux 65 entreprises sous-traitantes en France, mais en s'adressant à des entreprises moins-disantes en Inde ou ailleurs. Il y a des protections quand même. Enfin, ils se sont engagés au moins pendant une certaine période. Et le problème, c'est celui-ci, c'est celui que vous dites, sur une certaine période. Oui. Le problème, c'est que c'est une période, je n'ai pas le droit de le dire, mais c'est une période très restreinte en nombre d'années. Au bout de ce petit nombre d'années, très petit nombre d'années, bien moins que 5 ans. 3 ? Non, je n'ai pas le droit de le dire. Disons que c'est beaucoup moins que 5 ans. Donc, si c'est des années, il ne reste plus que 2 ans. Pour être très clair, un fonds d'investissement, il agit sur 5 ans. Oui, c'est pour ça que je disais 5 ans. Voilà, c'est parce que vous connaissez bien. Vous me dites, est-ce que sur 5 ans, on a garanti qu'il n'y ait pas de délocalisation industrielle? Ma réponse est non. Je vous l'affirme. Voilà. Donc, dans les 5 ans, il pourrait y avoir Biogarant pourra s'adresser à d'autres entreprises qui ne sont pas en France pour produire les médicaments génériques. Juste pour savoir un peu comment ça se passe, vous arrivez à Bercy, vous avez prévenu de votre visite. Oui, évidemment. Quelques jours avant, pour qu'ils puissent préparer les documents. Ils ont préparé les documents, on vous a mis dans une salle. Oui, tout à fait. Seul. Exactement. Et avec tous les documents. Avec des administrateurs de l'Assemblée nationale. D'accord. Avec tous les documents, vous avez le sentiment quand même qu'ils ont joué le jeu? Alors, cette fois-ci, oui. Parce que comme ça, on va voir la différence avec l'autre entreprise qui est LMB Aerospace, qui est aussi un actif hautement stratégique. Ça, c'était hier. Oui. Première fois que j'y vais, il y a une semaine, donc j'ai le droit à l'ensemble des documents. J'ai même le droit de les prendre avec moi. Pour me répondre à mes questions, j'ai énormément de responsables de Bercy, tant mieux, de la DG Trésor, de la Direction générale des entreprises. Tout va bien. D'accord ? Ça, c'est quand Bercy veut bien donner un certain nombre d'éléments. Et c'est comme ça que j'en tire des conclusions très importantes pour les Français, c'est qu'on va peut-être délocaliser la production de médicaments à cause de l'autorisation du gouvernement. Bien. Hier, j'y vais sur un autre cas, c'est-à-dire la vente de LMB Aerospace, qui vend des outils de refroidissement pour des turbines, des ventilateurs. Rien moins que pour les Rafales ou des chars militaires, d'accord. Cette entreprise, elle est vendue à un groupe américain par, là encore, des fonds d'investissement, d'accord. Je le dis quand même, ces fonds d'investissement, qui sont cette fois-ci français, font une énorme plus-value dans l'affaire. Je ne sais pas si c'est lié à l'autorisation, encore une fois, du gouvernement, mais... Pourquoi une plus-value? Parce qu'ils viennent de racheter.
Ah non, alors les fonds d'investissement, là, ils vendent au groupe américain. Ils avaient acheté LMB Aerospace 200 millions, ils revendent 400 millions quasiment. Oui. D'accord. Parce qu'ils ont fait un travail derrière, peut-être pour le remettre. Alors, parce que déjà, c'est bien, vous avez enlevé le mot spéculatif, parce qu'il y a des fonds d'investissement spéculatifs, et puis il y a des fonds d'investissement qui ne sont pas spéculatifs, qui rachètent, qui investissent, et puis après... Je ne vais pas vous reprendre ce que ça veut dire spéculum, hein, c'est je fais un pari sur l'avenir. Et donc je fais un pari de faire un maximum de profit. Donc, ils font un gros profit, mettons. Mais surtout, c'est vendu à un groupe américain. Donc vous savez que la question de la souveraineté stratégique est posée. D'accord, puisque LMB Aerospace passe donc sous droit américain, d'accord, avec là aussi des gros risques de délocalisation, par exemple, de la production de ces ventilateurs dont on a besoin quand même, par exemple, pour les Rafales. Oui, alors là-dessus, Roland Lescure, qui a été interpellé évidemment là-dessus, j'imagine que vous aussi, vous avez dû lui poser la question, au moins dans l'hémicycle, il dit, mais en fait, il y a déjà Thales, Safran, enfin, je veux dire, il n'y a pas une technologie particulière, et en plus, il y a déjà d'autres entreprises, des grands groupes français, qui font la même chose. Eh bien, écoutez, moi, je veux bien croire sur parole le ministre de l'économie, mais je suis allée à Bercy hier, justement, pour avoir des réponses. Et là, je vous raconte le verrou de Bercy. J'arrive, aucun responsable de l'administration de Bercy capable de répondre à mes questions. Hein. Il y avait une personne qui n'est pas responsable dans l'administration. Deuxièmement, évidemment, on me dit qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer tous les documents, donc... alors qu'ils avaient le même temps que la dernière fois, hein, et que donc je n'aurai pas tous les documents. Bon, c'est pas grave, j'y retournerai, mais vous voyez, deuxième verrou. Troisième verrou, on me dit, vous ne pourrez pas partir avec les documents, donc j'étais obligée de tout copier à la main avec les administrateurs. Bien. Puis quatrièmement, pour la petite histoire, au bout de 2 heures, comme par hasard, il y avait une nouvelle réunion qui se tenait dans la salle, donc il fallait partir. Bon, voilà. Donc c'était assez grossier, j'ai envie de vous dire. Mais manifestement, j'ai des questions. D'ailleurs, beaucoup de députés ont des questions de tout groupe parlementaire et les moyens n'ont pas été mis en œuvre pour que j'ai des réponses à mes questions, pour que Bercy, le ministère, réponde à des élus du peuple, en l'occurrence une députée qui est rapporteure d'une commission d'enquête parlementaire qui est censée être l'instance la plus puissante en termes de contrôle par l'Assemblée nationale, et c'est rien moins qu'un actif hautement stratégique pour la défense nationale. Alors que le président... hautement stratégique, c'est vrai qu'on s'est tous, ici même, on s'est beaucoup interrogé, on a inquiété. Le hautement, c'est stratégique peut-être, c'est peut-être le hautement est un peu... Alors, vous avez raison, c'est ça que j'aurais voulu vérifier, je ne peux pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le président Macron a dit sur toutes les antennes et je ne sais combien de fois, nous avons besoin de relocaliser notre chaîne d'approvisionnement militaire, nous avons besoin de souveraineté stratégique pour notre défense nationale. Et donc, cette décision du gouvernement d'autoriser la vente à un groupe américain d'un fournisseur militaire, tout ce que je dis est juste, est absolument incompréhensible. Oui. Donc vous comprenez que moi, en tant qu'élu du peuple, je veuille comprendre ce qui s'est passé. Ouais. Et donc là, vous allez y retourner pour avoir vos réponses. Bien sûr. Et puis, par ailleurs, je ferai aussi une audition. Comme ça, il pourra y avoir l'ensemble des membres de la commission d'enquête, tout groupe parlementaire confondu, qui pourront tenter d'avoir des réponses. Parce que, en l'occurrence, en commission d'enquête parlementaire, tout le monde parle sous serment. Et donc, j'espère avoir des réponses, nous espérons, de la part de Bercy, dans une audition, et aussi de la part de la Direction générale de l'armement, puisque ce que je sais pour l'instant, c'est que la Direction générale de l'armement avait demandé des conditions, notamment la participation de la Banque publique d'investissement, et que ces conditions ne sont pas remplies, et malgré tout, ça a été autorisé, la vente par le gouvernement. Donc vous voyez bien qu'on a de quoi quand même s'inquiéter en tant qu'élu du peuple, et encore une fois, je n'ai eu aucune réponse à mes inquiétudes. Aurélie Trouvé, moi, si j'étais chez Entreprise, on en voit, vous savez, ici beaucoup défiler. Ils disent, est-ce que c'est pas un peu paradoxal d'avoir ce discours qu'on entend très bien en disant, c'est vrai, quand on voit des pépites françaises passer sous pavillon étranger, on peut se dire, c'est quand même très dommageable. Alors, il est vrai que les entreprises françaises achètent aussi beaucoup d'entreprises américaines, allemandes, ou bon, c'est le jeu de l'économie ou du business. Mais en même temps, vous défendez un budget qui est quand même assez anti-entreprise. Donc, ils ont l'impression d'avoir 3 maillons, 3 chaînes autour des pieds. On leur ajoute un truc sur le dos et ils disent, c'est sûr, à un moment quand même assez important,
parce qu'il y a beaucoup de transmission d'entreprises en ce moment, de PME, de TI. Et donc, on peut vous dire, est-ce que c'est pas quand même un peu contradictoire ce que vous dites? Vous les défendre d'un côté, puis en même temps, vous les pénalisez de l'autre. Alors d'abord, je vais vous dire que je travaille, et nous travaillons, la France Insoumise, avec un réseau de 400 petits chefs d'entreprise. Nous commençons ce travail, d'abord parce que nous pensons que nous avons des propositions très fortes qui, au contraire, vont soutenir l'activité des entreprises. Par exemple, nous prenons le fait que dans les marchés publics, nous ayons enfin une préférence claire et nette pour les TPE, PME locales. Je vous donne un exemple. Oui. Les polos des gendarmes, vous savez, avec l'argent des contribuables, vous savez par qui ils sont fabriqués aujourd'hui? Par Éminence, qui a répondu à l'appel d'offres du ministère de l'Intérieur. Et qui, contrairement à ce qu'on pense, n'est plus français. Et surtout, vous savez où ils font fabriquer les polos de non-gendarmes sur l'argent du contribuable? Au Bangladesh. Oui. Voilà. Et à cause de ça, il y a une usine d'Éminence qui est en train de fermer de textiles dans le Gard. Oui. Vous voyez le problème. Donc aujourd'hui, on a besoin de courage politique et de protection des entreprises par rapport à la concurrence déloyale. Donc là, il faut par exemple une préférence pour les entreprises, les TPE, PME françaises. C'est anti-européen, c'est un problème avec la... Eh bien, c'est là que je vous parle de courage politique. Oui. Parce qu'à un moment donné, oui, pour protéger nos entreprises, il faudra désobéir ou ne pas respecter certaines règles qui les mettent en danger, qui mettent en danger l'emploi et l'activité de ces entreprises. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un du Rassemblement national... Aurélie Trouvé, entendrez ça, parce que ça, c'est des propos qui défendent. Non, vous parlez des petits patrons, vous parlez du Rassemblement national. Oui, le Rassemblement national, nous n'avons absolument rien à voir, comme vous le savez, puisque je considère que ce parti porte d'abord des propos racistes et que nous sommes peut-être les premiers, et sans doute les premiers adversaires du Rassemblement national. Mais en même temps, c'est intéressant de voir... Mais allons sur le point de vue économique, c'est intéressant. C'est intéressant de voir... Alors, deux choses. Même pas sur le plan économique, nous rejoignons. Oui, mais si, parce que les petits patrons, eux, ils font... je recevais Jean-Philippe Tanguy, on voit bien quand même, il y a une petite danse autour des petits patrons qui ont été un peu effrayés par les filles et cette taxe Zuckman. Et du coup, ils vont les voir. Et vous avez organisé un colloque justement avec les petits patrons. Et qui a fait beaucoup de bruit, vous allez nous dire effectivement, d'abord je veux dire que je considère que le Rassemblement national est avant tout l'allié du MEDEF, qui par ailleurs ne représente pas forcément toutes les grandes entreprises. Non, je considère qu'ils sont avant tout les alliés du MEDEF et que par ailleurs, surtout, ils ont un programme qui se fait contre les salariés. Nous, on considère que l'entreprise, ce sont des chefs d'entreprise, c'est l'activité et les salariés. Par exemple, ils se sont opposés à la hausse du SMIC, par exemple. Nous sommes pour la hausse du SMIC. Voilà. Parce que c'est eux qui sont responsables du compte d'exploitation. Mais alors, voilà, et là, vous allez me dire, mais comment fait-on avec les petites entreprises s'il y a la hausse du SMIC? Oui. Voilà. Est-ce qu'elles vont tenir? Donc, nous sommes, par exemple, pour une péréquation des cotisations sociales pour que ce soit d'abord et avant tout les grandes entreprises qui portent et bien davantage qu'aujourd'hui la charge sociale. Par ailleurs, je le dis, nous disons aux entreprises, avant tout, ce qu'il vous faut, c'est des débouchés. Donc, il faut relancer la demande, donc il faut relancer les salaires. Et par contre, ce à quoi on va répondre, c'est votre protection, mais aussi le fait que vous ayez beaucoup moins de charges privées. Parce qu'en réalité, les petites entreprises, elles sont victimes des charges bancaires, des charges d'assurance, des charges d'électricité. De l'URSSAF, de tout ce que la liste est très longue. Hein. Et c'est à ça qu'on va s'attaquer. Alors que le Rassemblement national, il s'attaque au salaire. Juste quand même un point, mais rapidement, parce que j'ai encore une question et on a déjà terminé. Aurélie Trouvé, est-ce que quand même, vous avez conscience que vous avez un peu précipité des petites entreprises et des moyennes entreprises avec cette taxe Zuckman qui a fait tellement peur que vous êtes devenu un épouvantail. Alors pas du tout. En tout cas, le président de l'UDP, il l'a dit ici même à votre place. Le président de l'UDP, il a refusé de participer à la grande messe de Monsieur Martin, président du MEDEF, en lui disant mais enfin notre combat principal c'est pas la taxe Zuckman. Et à juste titre, parce que je vais vous dire, la taxe Zuckman, c'est quelques centaines de très hauts
patrimoine qui serait touché, absolument pas les petits patrons. Et il faut arrêter de mettre un signe égal entre le boulanger, le boucher ou même le petit patron de... Là, vous parlez de TPE, moi je parle de PME. Oui, mais même de PME. Je veux dire, non, c'est pas vrai que la taxe Zuckman va toucher les patrons de PME. Elle touchera quelques centaines de très grandes fortunes. Ça leur a fait très peur. Parce que, alors là, je suis pas du tout d'accord, parce que nous, on travaille avec plein de chefs de TPE et PME qui disent notre problème, c'est pas du tout la taxe Zuckman. D'ailleurs, le MEDEF et Patrick Martin ont une bataille qui n'est pas la nôtre. La nôtre, c'est les charges privées, bancaires, d'assurance, les énormes retards de paiement de la part des très grandes entreprises qui nous tombent dessus. De l'État. Voilà. Et des collectivités locales aussi, je suis d'accord. Il y a un problème là-dessus. Toute dernière question, parce qu'on a déjà dépassé notre temps, sur la représentativité des syndicats. Parce que lors de ce colloque que vous avez organisé avec Jean-Luc Mélenchon, avec donc des patrons de PME, il y a eu une petite phrase de Amir Rezatofighi, qui est le patron de la CPME, qui a dit « Il peut y avoir peut-être une loi transpartisane qui soit portée en 2026 sur la représentativité patronale. » Alors ça fait un barouf d'enfer. Il a fait une mise au point en disant « Nous n'avons pas coécrit de proposition de loi, mais restons disponibles pour contribuer. » Bon, en tous les cas, vous allez vous déposer une loi là-dessus ou pas? D'abord, je veux dire que je suis très heureuse que les présidents du l'UDP et de la CPME aient accepté le débat dans un débat que nous avons organisé avec Jean-Luc Mélenchon et l'Institut de la Boétie. Effectivement, nous avons, lors de ce colloque, discuté de propositions qui pourrait aller dans le sens aussi de ces petits patrons. C'est le cas d'une meilleure représentativité patronale, parce qu'aujourd'hui, le MEDEF, de fait, a un droit de veto dans les instances paritaires. Et donc, nous considérons que les petites entreprises, elles doivent être mieux représentées parce qu'elles ont des intérêts spécifiques. Et même, j'ai envie de vous dire, elles subissent une injustice fiscale parce qu'elles payent beaucoup plus d'impôts que les grandes entreprises. Ce sont les grandes entreprises aussi qui reçoivent l'essentiel des aides publiques. Et nous, on considère que petits et grands patrons n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts. Et donc, il y aura une proposition de loi de votre part ou pas? Tout à fait. Nous sommes en train de la travailler, d'ailleurs, avec Adrien Clouet également. Nous travaillons cette proposition de loi. Et nous le ferons de toute façon aussi en dialogue avec ces organisations de petits patrons. Pour quand? Nous prenons le temps de la travailler. Vous savez, nous travaillons avec sérieux. Donc, quand nous considérons qu'elle est bien prête et bien discutée aussi avec ces organisations de petits patrons, eh bien, nous la présentons. Quand est-ce que le projet de nationalisation sur d'Arcelor, qui est au Sénat, qui va être discuté au Sénat par Fabien Gay, qu'on connaît bien ici, sénateur communiste, quand est-ce que ça va arriver à l'Assemblée nationale? Alors, au Sénat, c'est le 25 février. Donc, je veux dire quand même que cette proposition de nationalisation d'ArcelorMittal, une telle loi n'avait pas été votée à l'Assemblée nationale depuis 1982. Et si ça a été voté à la majorité des députés sur proposition de la France insoumise, c'est qu'il y a une absolue nécessité. Donc je me réjouis que ça arrive au Sénat le 25 février. Et après, ça sera de la responsabilité du gouvernement de l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée. Et j'espère qu'ils le feront. Ils ont dit qu'ils allaient investir 1,3 milliard dans un four électrique. Donc l'État, ils n'ont pas les moyens de mettre 1,3 milliard. Alors, juste une chose, un seul four électrique. Ça représente uniquement un tiers de la production d'acier de Dunkerque. Autant vous dire que ça ne résout rien au problème de la souveraineté en matière de production d'acier. Merci Aurélie Trouvé. Donc rendez-vous est pris. On a vu qu'il y a quand même beaucoup de rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À député Les Fils Saint-Denis et donc rapporteur de cette commission sur l'appétit prédatif des fonds spéculatifs. J'espère revenir. Merci, absolument. Merci beaucoup.